ces metteurs en scène qui parlent avant, qui racontent, comme vous l'expliquez si bien, c'est beau un film avant qu'il ne naisse, mais une fois qu'il est terminé sur l'écran, est-ce qu'il y a un grand décalage entre cette première rencontre où on parle de l'ensemble et puis le résultat final? Il n'y a pas des déceptions, et pour les uns et pour les autres d'ailleurs? Moi, je trouve qu'il y a toujours... On tourne un film, mais il y en a toujours trois à l'arrivée. Il y a le film qu'on porte en soi, durant tous les jours du tournage, qu'on continue à porter en soi. C'est le meilleur moment. Oui, il y a le film que les autres ont vu et qui vous parle, mais où il y a déjà aussi un rapport subjectif à ce film. Et il y a le film en tant qu'objet complètement défini. Donc, souvent, on a l'impression que d'un même film fini, on parle des choses différentes, ou d'une scène vers laquelle les gens vont, ou d'une scène que vous portez une sorte de préférence spéciale. Et puis le film avec son architecture et son rythme. Donc, déception, c'est souvent, moi je regarde toujours un film par rapport, la première fois que je le vois, je le regarde par rapport à moi, comme une sorte d'examen de passage pour le prochain, en disant mais ça j'étais persuadée que ça donnerait tel effet, et je me suis trompée. Donc je vois jamais les rushs, parce que je trouve qu'il me faut un minimum d'inconscience pour aller jusqu'au bout d'un film, et donc une fois que le film est fini, même si le prochain c'est un contexte différent, un personnage différent, des rapports différents, mais je me dis toujours, voilà, je pensais donner ça, et il n'y a que ça à l'arrivée. Donc c'est une sorte de laboratoire. Alors, il y a des choses quand même très surprenantes. J'essaye de vous découvrir et puis de vous faire découvrir surtout au public. Et je lis de vous, vous dites « j'aime le fouillis ». Enfin, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, on peut même dire autre chose. Et les lianes auxquelles on peut se rattraper. En fait, le numéro d'équilibriste. Oui. Oui, j'aime pas tellement l'ordre. Un peu tout à l'heure quand vous m'avez dit méthodiste, comme ça, ordonné, non. Je crois dans le sort de la profusion des choses. J'aime bien le fouillis pour pouvoir rêver à l'ordre, ou pour pouvoir rêver au calme. Et je trouve que, une sorte ou dans les familles, ou dans les maisons, j'aime beaucoup les histoires à l'italienne où tout le monde hurle, tout le monde se prend comme ça à partie. J'aime bien ça, parce que justement, quand une sorte de concentration est plus forte, parce qu'il y a une sorte de recul. Et les branches de la savane, pour se rattraper, c'est justement dans une sorte d'incohérence, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on aura la réplique qu'il faut, ou pas dans une sorte de chose construite, bien dominée, bien contrôlée, en sachant exactement où on va, avec, je crois à l'instinct. Vous détestez les filets de sécurité finalement? Oui, parce que la vie est courte, et d'avoir toujours l'assurance qu'on va retomber sur ses pieds, c'est pas intéressant. Autrement dit, ce que vous dites correspond à la question qui va suivre, c'est que ce métier, c'est un métier, et je crois que votre théorie, c'est de dire, d'accord, je le fais, je l'aime, mais il ne faut pas s'y investir, parce qu'il y a d'autres choses dans la vie, et que si on s'y investit trop, on plonge, on se noie. Moi, je crois à des temps donnés, c'est comme garde à vous, repos. Je trouve qu'un tournage, là, il faut s'y donner complètement. Y aller sans retenue, ne pas ménager, ne pas trop tout envahir ou par des caprices, parce que c'est un temps donné, un temps qui ne reviendra plus jamais. Même si on fait d'autres films, et ce temps-là, il était à tout jamais marqué. Donc ça, je crois beaucoup à complètement se donner, ça oui, et peut-être se poser des choses. Mais après, je crois que la vie est trop forte pour qu'on ne pense qu'à ça. Et que je pense beaucoup qu'un acteur, ou même un metteur en scène, ce sont des vases. Ils ont été remplis de ce que la vie a passé, a donné. Et que si tout d'un coup, on passe son temps à interpréter du vide, finalement, et que soi-même, on n'a rien vécu, alors on peut se dire, oui, pourquoi passer toutes ces journées avec des lumières artificielles, dans du noir, avec pas de perspective, rien. Ça deviendrait comme si on tournait en rond. J'aime trop la vie pour me dire, vous savez ce slogan, si on aime la vie, on va au cinéma. Oui, parce qu'on vient vérifier si là, à travers le prisme de quelqu'un, la vie, elle est bien comme on l'a pensé. Et la plus belle des certitudes, n'est-ce pas la certitude des fous? Voilà, oui. Côté ceux qui avancent comme sans trop regarder, sans trop avoir justement une certitude parce qu'on n'en a pas. Alors ouais. Celle qui n'est étayée par rien. Ouais. Vous avez une très belle définition aussi de l'acteur ou de l'actrice, peu importe. Vous dites, c'est, pour votre phrase exacte, ce sont des instants, des sensations, après tout. Oui. Ni plus, ni moins. Oui. Mais les sensations, les émotions peuvent être très fortes. Elles annulent complètement le temps qui passe, justement. Le temps s'arrête dans des grandes sensations ou dans des grandes émotions. Et je trouve qu'un film, c'est justement Comme moi, je ne prépare pas tellement mes rôles avant. Mais je sais que je suis très perméable sur un tournage, sur un plateau, à tout ce qui peut venir me nourrir. Ou en bien, ou en mal, au choc qu'on peut recevoir. Et je crois beaucoup au temps présent, à tout ce qui fait que
Oui, ça intensifie le moment qui vient et le cinéma, c'est l'art de voler des choses, même si c'est très écrit, très tourné, avec les cadrages dont on sait tout ça, mais c'est quand même au moment où quelqu'un parle, ou vous regarde, ou vous tend la main, quand je pense à l'autre acteur, c'est une magie parce que peut-être que 2 minutes avant, il n'aurait pas agi comme ça. Je pense que c'est un métier dans lequel on travaille énormément avant et pendant, tout échappe à tout le monde. Vous êtes un perpétuel radar en captage de vibrations, finalement, non? Oui, souvent on m'a posé la question, mais alors attendre sur un plateau, c'est casse-pied ou je sais pas quoi. Et c'est un temps justement d'éponge, où même si on sait qu'on a une scène ou plus ou moins compliquée à tourner, c'est un temps où on entend des conversations, où quelqu'un vous parle ou ne vous parle pas, on voit des choses. Et c'est un temps comme ça où c'est comme la réduction du monde, où chacun fait son travail, où on voit l'accessoire X qui vient chercher les choses, ou celui les câbles et tout. Et je trouve pas que ça soit un temps d'attente négatif. Quand je pense que tout ça a commencé à Sciences Politiques. Oui. Oui. Il n'y a pas une liaison directe entre Non, tout non, ça. non. Mais ce qui est amusant, c'est... Oui. Qu'est-ce qu'il reste de Sciences Po? Il reste des choses essentielles? Bon, essentielles, c'est un grand Oui, mot. je crois que de Sciences Po m'est resté le goût des livres, le goût des conversations, les idées des autres, la confrontation des idées. Je crois que Sciences Po, c'est vraiment une façon d'apprendre à chercher des choses, mais rien. À l'intérieur, rien. C'est une méthode de l'esprit plutôt. Et de cette époque, j'ai gardé les discussions sans fin pour refaire le monde où il était toujours pareil, Oui. mais la confrontation d'autres univers et les livres, beaucoup de livres. Et beaucoup de livres. Vous avez pu garder longtemps ce désir de faire le métier que vous faites. Vous l'avez gardé longtemps secret, je Oui. crois. Oui, j'aimais passionnément ça. J'aimais beaucoup le théâtre. C'est le texte qui a été la vocation, hein? Oui, je lisais très jeune les textes de théâtre, la poésie, tout ce qui pouvait être proféré. Et je pensais que j'avais une pudeur de parler des choses que j'aimais, justement. Je ne croyais pas qu'on en faisait un métier, avec un apprentissage. C'est très obscur à l'intérieur de moi, pourquoi je n'en parlais pas. Et puis quand j'en ai parlé, on m'a dit, fais tes études, parce que je pense que ça peut faire peur à des parents, ce métier. C'est le métier le plus approximatif qui soit, le plus aléatoire. Et puis après, quand j'ai rencontré la première personne qui m'a dit une chose concrète, c'est-à-dire, il faudrait que tu ailles dans un cours d'art dramatique, j'ai plongé dedans, mais sans rien demander, sans me poser la question si j'irais jusqu'au bout. Parce que je le portais en moi depuis très, très longtemps. Il faut dire que votre père était officier de cavalerie, Ouais. et vous êtes la deuxième actrice que je reçois dont le père était un officier, Charlotte Rampling aussi. Ah oui. Et curieusement, les deux pères, dans les deux cas, ont été très compréhensifs pour ce choix de leur fille. Oui, parce que être officier de cavalerie, c'est bon. D'abord, c'est comme un titre de roman, mais mon père était l'homme avec l'esprit le plus ouvert. C'est lui qui m'a inculqué la plus grande indépendance d'esprit. Donc quelqu'un qui avait essayé de mettre sur des rails, mais quand il voyait que les autres rails étaient une vraie passion, où tous les instants d'énergie, de temps, tout ça allait être donné, alors il disait, vas-y. C'est un milieu tout de même très en contradiction, enfin je dirais BCBG. Je crois que vous avez passé une partie de votre vie à Monaco, non? Oui, Oui. mon enfance. Bon, c'est pas l'endroit quand même où on rencontre le plus de saltimbanques. La Non. comédie certes s'y déroule, mais pas sur les tréteaux habituels, Non. sans être méchant. Il y a un grand télescopage entre ces deux univers. Oui, ou peut-être que sans faire des choses trop simplistes, plus on est enfermé dans quelque chose, plus on va chercher ailleurs. Oui. Je pense que quand même, j'aimais beaucoup la musique à cause de mes grands-parents qui jouaient beaucoup, mais ce n'est pas l'exemple de personne qui m'a donné envie de faire ça. C'était plus profond. Je ne connaissais pas les difficultés de ce métier, je ne savais même pas qu'il y avait un conservatoire d'art dramatique. Je savais rien, vraiment rien. Mais je savais que chaque fois que j'allais au théâtre ou à l'opéra, ce qui me faisait trembler, c'était de savoir qu'il y avait des gens de l'autre côté. Et que je me disais à l'intérieur de moi, un jour, je serai de l'autre côté. Et on aurait pu me dire, mais qu'est-ce que tu fais pour ça? Alors là, il y avait une incohérence totale. Je faisais rien, mais je le savais. Vous avez expliqué, je crois que c'est dans Studio Magazine, cet excellent mensuel. Je voudrais que vous m'en parliez parce que c'est tellement beau la façon dont vous en parlez. Vous avez parlé de l'amour en général. Et vous dites c'est quelque chose de tellement précieux qu'il faut le vivre, se rendre compte de la chance que l'on a quand ça arrive, qu'il ne faut pas avoir peur non plus de le perdre, qu'il faut le vivre intensément. J'avais la déclaration exacte, mais elle est assez longue. Et c'est un très très beau regard quand même sur une question qui est quand même essentielle, non? Oui. Oui. Je sais pas, je peux pas parler de ce que
j'ai dit, parce que ça dépend pour quelle question on me demandait ça. On vous posait ça à propos de personnages qui rêvent Oui. d'amour et qui n'osent pas y toucher, la princesse de Clèves. Ah oui. Oui. Oui, mais en même temps, moi je dirais qu'une qui a vécu le mieux l'amour, c'est peut-être la princesse de Clèves, parce elle s'est tourmentée, elle a vécu qu'à travers l'oxygène de l'amour. Bon, c'est très difficile d'être la princesse de Clèves en 1989. Il y a encore des Madame Bovary en 89. Oui, c'est les romanesques, ça, c'est amoureux de l'amour, Oui. amoureux des figures, d'héroïnes, sans se rendre compte qu'on les soit même chacun dans ses détails. Celles qui ne veulent pas se laisser embarquer. Oui, mais même, par exemple, j'ai toujours pensé que c'est pour ça aussi, quand on disait, mais vous tournez toujours des héroïnes dans des histoires d'amour, c'est ce qui fait bouger le monde, c'est ce qui intéresse tout le monde. J'ai souvent dit, vous pouvez poser n'importe quel, comme ça, si vous vous ennuyez en attendant un autocar ou un train, toutes les histoires d'amour de tout le monde ont cette espèce de force vécue, avec des détails qui ne trompent pas, avec des choses qu'il l'ait vécu d'une façon heureuse ou malheureuse. Ça constitue quand même la colonne vertébrale de tout le monde. Vous adorez, rien à voir avec la question précédente, les longs monologues, je crois, au cinéma. Oui. C'est-à-dire que ce que beaucoup d'acteurs et d'actrices redoutent, parce que si c'est fait en plan séquence, eh bien, il faut l'envoyer, et que... J'aime surtout les longs monologues quand le personnage a un peu traversé le film en se taisant. Mais donc j'aime bien les personnages qui longtemps retiennent quelque chose, et où on peut se tromper sur leur comportement, ou prendre pour une femme douce, ou pour une femme soumise, ou pour une femme qui a tout accepté, et qui tout d'un coup, parce qu'il y a quelque chose comme les vannes qui s'ouvrent, alors tout est dit en vrac, avec une force émotionnelle. Je me souviens justement d'un monologue très fort dans un film d'Hitchcock, c'était Les Amants du Capricorne. Mais vous en avez un aussi très fort dans un film de René, L'amour Oui. à mort. Hein. Voilà. Ah oui, qui est très fort. Et je trouvais qu'elle, dans justement cette femme qui était une femme pasteur, qui se montrait comme ça, sereine, altruiste, prodiguant la bonne parole, ayant des certitudes, d'un seul coup, on voyait l'autre versant du miroir, Oui. où elle avait vécu, elle aussi, une passion tourmentée, où elle avait voulu mourir, où elle s'était coupé les veines. Alors d'un seul coup, ça devient comme tout d'un coup, il ne faut jamais prendre les gens au premier regard. Ils ont tous derrière, justement, un long monologue, une longue confession. Alors le cinéma étranger a pour vous beaucoup d'intérêt. La preuve, vous avez tourné notamment avec Ettore Scola et c'était La Famille. En voici un extrait. Il y avait notre ami Philippe Noiret aussi. C'est la première fois que je t'entends dire un lieu commun. C'est vraiment la fin. Les lieux communs contiennent toujours une part de vérité. Et de deux. En somme, pour te satisfaire, je ne devrais parler que par paradoxe. Dans le temps, ça m'amusait. À chaque saison son fruit. Alors dis donc, et de trois. Maintenant, il ne te reste plus qu'à dire une maman n'en a qu'une, auquel tu ajouteras les nez qu'on leur ripe dans le sang, et puis tout sera parfait. Bon. D'accord. Alors, les jeunes ont raison. Ils sont plus sincères que les vieux. Et tu verras. Ils changeront cette société que leurs parents ont pourrie jusqu'à la moelle. Ça va? C'est pas un lieu commun. Si, mais au moins celui-là, il est plus frais. Ah! Assez! 50 ans qu'on se dispute. J'en ai marre. Puis ça me vieillit. Quand l'as-tu découvert? J'avais des doutes. Et puis je lui en ai parlé. Et Béatrice me l'a confirmé. Mais c'était quand? En décembre. Elle était venue nous voir quand Victor s'était cassé le fémur. Mais c'était là qu'il fallait me le dire, non? Mais tu l'as toujours su. Moi? Moi, j'ai toujours su que Béatrice savait pour nous deux. Non, mais tu es complètement folle. Oui. Oui, tu le savais. Tu le sentais. Pendant 50 ans, Béatrice s'est tue pour ne pas te perdre. Nous nous sommes tous tus. C'est formidable quand même pour une actrice de faire cette projection dans l'âge. Hein. Ah oui. C'est
C'est comment? On ressent ça comment? Surtout pour une femme en plus. Oui. Ou pour un homme aussi d'ailleurs. Eh bien, non, paradoxalement, je trouve qu'on parle souvent de la vieillesse comme un grand bouleversement, extérieur, c'est vrai, mais qu'à l'intérieur, rien ne bouge. Et ce que j'ai aimé dans le film de Scola, justement, c'est que ce sont des deux personnes âgées, mais qui pourraient être deux petits vieux à échanger de la guimauve. Pas du tout. Ils sont arrogants, ils sont insolents, ils se disputent toujours, ils sont agressifs. Et rien n'a changé. Ouais. Et là, alors, dire, ben alors on parle pendant des heures sur la vieillesse, sur le fait qu'on est remis dans un casier, on en parle mal. Alors que c'est vrai que quand on arrive devant la salle du maquillage et qu'on vous vieillit et tout ça, on se dit, à nous deux, qu'est-ce que ça va être? Théâtre, vous aviez repris Mademoiselle Julie. Oui. C'était courageux, parce que je sais qu'on l'avait proposé à deux comédiennes, à vous et à son nom, Nicole Garcia. Et Nicole Garcia a eu peur. Derrière je situe rapidement, Isabelle Adjani, pour des raisons sur lesquelles nous n'allons pas revenir, avait renoncé, abandonné. Dans le fond, vous ne manquez pas de culot. Mais j'ai pas pensé au risque. C'est à Mademoiselle Julie qui est un personnage qui vous plaisait. Ouais. Oui. Moi, en plus de ça, je ne connaissais rien de tout ce qui s'était passé. Je venais d'avoir un petit bébé. Je relevais de ce petit bébé. Donc, je me suis dit, on me propose ce rôle. On y va. Voilà. Ouais. Après, mais j'ai jamais pensé. Donc, ça n'est pas du tout un acte de courage. C'était une envie forcenée de jouer ce personnage. Vous allez revenir au théâtre pour notre plus grand bonheur avec une pièce de Pirandello qui s'appelle Comme tu me veux. Oui. Le thème, je crois que c'est une femme qui est entre deux hommes et deux villes. C'est une femme qui a perdu son identité. Oui. Et c'est une femme qui pourrait être aussi bien dans une vie que dans l'autre. Et c'est un peu ce leitmotiv, comme tu me veux, je serai comme tu me veux. Parce qu'elle n'a pas une identité propre. Quelle belle mentalité. Oui. Mais on n'en profite pas dans cette pièce de cette mentalité, parce que les hommes veulent des certitudes, justement. Oui. En disant, c'est elle ou c'est pas elle? Est-ce que c'est la femme que j'ai perdue il y a 20 ans ou pas? Et elle dit, vous avez tout raté. C'est le grand problème, si nous abandonnions nos certitudes. Voilà. Tandis que j'aurais été telle que tu me voulais. Oui. Je sais que vous avez une grande admiration, partagée par moi d'ailleurs, en ce qui concerne surtout la première, Anna Magnani. Ah oui. Et Bette Davis. Hein. Oui. Ça, oui, bon, oui. Magnani, évidemment. Il n'y a pas un plan d'elle où on n'est pas un frisson sur la peau, parce qu'elle a quelque chose d'inimitable. Elle est vraie, elle est émotionnelle, tout de suite, comme en prise directe. Et puis Bette Davis, je crois que vous dites, faire une carrière pareille sans avoir un physique époustouflant, il faut le faire. Ah oui, moi je me souviens toujours d'elle dans La Reine Elisabeth, où elle s'était volontairement en lady. Oui. Mais on se souvient d'elle comme une des plus grandes héroïnes amoureuses. Je sais que vous aimez beaucoup Marcello Mastroianni. Ah oui. C'est une passion que nous avons en commun. Pour l'homme, pour l'acteur, et puis surtout pour... Vous dites, je crois qu'il dit très bien les choses qu'il dit sur le métier. Oui, parce qu'il a une sorte de... Sa passion pour ce métier est intacte. À chaque fois qu'il va sur un tournage, il est heureux. Il rentre dans le jeu. On lui demande de se teindre les cheveux, de les arracher, de grossir, de maigrir. Il est comme un petit garçon. Il a gardé cette chose comme ça, de la cour de récréation. Alors tu ferais le gendarme, je ferais le voleur. Une sorte de... une distance par rapport ou à la gloire, ou à tout ça. Et en même temps, il est vrai. Il aime la vie, il aime boire, manger, les femmes. Et on a l'impression qu'il peut sortir d'une table de restaurant et jouer. Il n'y a pas de construction de personnage. Et c'est pour ça qu'il est si extraordinaire, parce qu'il est tellement humain qu'il peut jouer tous les rôles. Parce que d'un seul coup, dans l'œil, dans ce qui émane de lui, une chaleur incroyable. Alors, le nouveau film, c'est Australia. Donc, c'est un film qui est fait par Andrien, il s'appelle Jean-Jacques. Jean-Jacques Andrien. Oui, et qui est une histoire que je résume en 2 mots. C'est un homme qui vit en Australie, qui fait le commerce de laine et qui revient dans sa petite ville natale, qui est en Belgique, où évidemment toute la structure sociale, économique était constituée par la transformation, le traitement de la laine. Il y retrouve son frère. C'est Jeremy Irons qui joue ce rôle. Et puis là, il rencontre une femme mariée qui a une vie paisible dans le quotidien. Cette femme, c'est Jeanne et c'est vous. Et bien, cette histoire, c'est le déclenchement d'une belle histoire d'amour, d'une grande passion, quoi. C'est pas un rôle très nouveau pour vous, ça? C'est un rôle assez nouveau pour moi dans la mesure où c'est une femme plutôt réservée. Oui. Une femme douce. Oui. C'est pas une femme malheureuse.
Elle est envahie par l'amour, mais pas parce qu'elle vivait un enfer. C'est parce que d'un seul coup, elle rencontre un homme, non seulement par qui elle est attirée irrésistiblement, mais parce qu'ils ont un peu des destins parallèles. Ils ont tous les deux été coupés de leurs racines. Jean-Jacques Andrien aussi, quand il me disait « Souvenez-vous que cette femme, c'est une femme qui a vécu à la campagne », tout ça, on ne le voit pas au film, mais ça construit un personnage. Pas nouveau dans la mesure où, en effet, tout d'un coup, elle se met à parler plus longuement qu'elle n'a jamais parlé pendant tout le film ou qu'elle a dû jamais parler durant toute sa vie. Et la flamme, tout à coup, jaillit. Oui, c'est quelqu'un qui se tait, c'est quelqu'un qui... Et puis, elle est nouvelle parce qu'elle a quelque chose d'héroïne, comme ça, de roman, de province. Ça, une femme sans histoire, mais qui va bouleverser sa vie. Et moi, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose que j'avais pas une grande retenue dans ce rôle. C'est pas une héroïne au sens fort. Elle devient héroïne parce tout d'un coup, elle rentre dans l'amour comme en religion et qu'elle va... On ne sait pas très bien si elle va laisser tomber son ancienne vie pour aller vers une nouvelle. Mais il y a là quelque chose comme d'une petite souris grise. Qui se faufile. Oui. Alors, nous allons avoir un extrait dans 2 minutes. Auparavant, et pour conclure, parce qu'il faut bien y arriver, hélas, vous adorez vivre avec désinvolture? Oui, enfin, c'est comme ça qu'on devrait arriver. Une sorte de... Est-ce qu'on est doué ou c'est un apprentissage? C'est un apprentissage. Ah bon, il y a une sorte de terrain. Je crois il faut déjà avoir une sorte comme ça, de balancement en disant, oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'y penserai plus tard. La désinvolture, c'est une façon de ne pas sombrer dans la pesanteur, dans les ailes coupées. Donc une désinvolture, ça n'évite rien, mais ça donne une couleur aux choses. Il y a à la fois des peurs et un formidable optimisme dans tout ça. Très oui, mélangé. Un optimisme forcené parce que pas fondamental. Mais je me dis, vaut mieux faire le pari que demain est un nouveau jour. Ça sera la conclusion. Merci Fanny Ardant. Et on se quitte avec cet extrait d'Australia. Ensuite, je vais recevoir Alain Corneau et Jean-Hugues Anglade pour un film magnifique qui s'appelle Nocturne indien. Et s'il y avait une version où le héros, exactement, l'héroïne soit une femme, c'est un film, je suis sûr, qui vous aurait beaucoup convenu. Vous ne l'avez pas vu? Non, pas je vous encore. recommande de le voir. Et puis, Australia, avec une scène très, très, très forte que nous avons choisie, où tout à coup, cet amour, la flamme jaillit. Vous n'attendez plus 7 ans, vous reviendrez. Oui, je reviendrai sûrement. Merci.